sommeille en moi et m'obsède depuis longtemps. Aussitôt que remontent mes souvenirs d'adulte, à chaque événement de ma vie, gai ou triste, grave ou festif, elle se ranime. Elle me dit « il faut partir de Caire ». C'est absurde, je sais. Au début, c'était une invitation, un conseil bienveillant, mais depuis peu, elle s'est faite plus pressante. Elle est devenue injonction, ordre à exécuter, pire, menace fatale, jusqu'à troubler mes journées et décomposer mes nuits. À vrai dire, je possède tous les attributs de la réussite sociale. Je viens de fêter à Udaipur en Inde ma nomination à la tête de la maison Estelle Fragrance, une société de parfumerie pour laquelle je travaille depuis plus de 30 ans. Je crois savoir comment, dans un premier temps, j'ai suscité l'intérêt du patron d'Estelle Fragrance. Je lui ai parlé de ma passion de toujours pour les flacons de parfum. Je lui ai parlé avec lyrisme du flacon de Mitsuko qui m'avait fortement impressionné. Mais l'essentiel est quand même ce qu'on y met, m'avait rappelé le patron avec une pointe d'ironie. Et c'est ainsi que j'ai débarqué comme stagiaire chez Estelle Fragrance, entre les salles surchauffées où se déroule la distillation et les chambres froides où sont stockées des matières premières naturelles. J'ai appris des techniques d'extraction et d'assemblage de substances naturelles provenant de fleurs, de plantes, d'épices, de fruits, d'agrumes dont j'entends avec ravissement les noms pour la première fois. La jonquille, le lantana, le gardénia, le narcisse, l'ilang-ilang, le chèvrefeuille, la fève tonka, le santal, le patchouli, le kumquat, le yuzu, la rhubarbe. J'apprends très vite, je bosse dur, je suis très concentré. Au bout de 3 ans, je suis nommé évaluateur de parfum. C'est dans le cadre de mes recherches pour la composition du parfum des France que je m'intéresse à l'Inde. Je vais d'abord à Madurai, dans le Tamil Nadu, afin de visiter des champs de jasmin. Je suis à chaque fois émerveillé par le spectacle de la cueillette. Au petit matin, avant que le soleil ne se lève, des dizaines de femmes cueillent des fleurs de jasmin d'un blanc immaculé qu'elles détachent avec précaution et grâce et déposent dans un sac accroché à leurs âmes. Je parcours ainsi le monde à la recherche de senteurs nouvelles. Je découvre l'île au parfum, la belle île de Mayotte, des acincures de liquide bleu, où je me procure de l'ilang-ilang auprès des producteurs mahorais. Pour la vanille, je vais à Madagascar, à Sampad, au nord-est de la grande île. J'envisageais même un moment de m'installer dans cette région. C'est une terre bénie, toutes les espèces de fruits et de légumes y poussent à longueur d'année. La zone de Bémarive offre la plus grande superficie de production de la vanille. Elle est la capitale mondiale d'une vanille de grande qualité. 30 années m'ont retenu chez Estelle Fragrance. 30 années ardues, exigeantes, difficiles, mais au final, immensément satisfaisantes. À vrai dire, je ne suis satisfait de rien. J'ai mal. Je suis en réalité un éternel frustré. Je n'arrive pas à identifier la cause des tourments qui me hantent. Je tente de chasser les idées morbides qui peuplent mes nuits et noircissent mes journées. J'y arrive quelquefois, mais c'est rare. Le plus souvent, je suis déchiré, torturé, écorché. Il y a en moi des mondes qui ne se supportent plus. Personne de mon entourage ne soupçonne ce déchirement, sauf Yvan, l'ami des bons et des mauvais jours. Je vois bien qu'il est troublé par les propos que je tiens. Il les trouve contradictoires et confus. Il est désemparé. Il m'a vu si souvent m'étourdir dans les mondanités joyeuses et libertines qui rythment mes nuits à Paris qu'il dit avoir du mal à m'imaginer en méditation au Tibet. Et pourtant, je m'étais promis de retourner au Tibet. La première fois que j'y suis allée, j'avais séjourné au monastère de Kumbum, dans la province de Qinghai, à une trentaine de kilomètres de Xining. Ce monastère, tout en couleurs, s'élève, splendide, au centre d'une vallée de cèdres et de genévriers.
J'avais été subjuguée par son étrange beauté. Il est le plus grand monastère du bouddhisme lamaïste et renferme de véritables trésors. D'après une légende, il a été construit là où est né Tsongkhapa, le fondateur de la secte des bonnets jaunes à laquelle appartient le Dalai Lama. Yvan est au courant de cette expérience tibétaine. Il s'était montré très sceptique quant aux conséquences d'une nouvelle visite en ces lieux d'un autre temps, habités par tant de légendes, de contes et de superstitions. Il est persuadé qu'elle va alimenter davantage la confusion dans laquelle je me trouve. Il estime que mes lectures des ouvrages bouddhiques et les interprétations que j'en donne sont la source de mon égarement, comme il dit. Il ne pense pas, en tout cas, que Kumbum puisse être une réponse à mon malaise. Je n'en suis pas sûre non plus. Ce qui me tourmente toujours, c'est la cohabitation malaisée de ma double identité. Côté pile, le mondain, l'entrepreneur féroce, le parfumeur réputé. Côté face, le chercheur de paix intérieure, le pèlerin du beau, du juste, le dompteur d'illusions, le promoteur d'une hygiène mentale, comme j'aime à le dire, mais surtout le chantre du renoncement à ceux dont on a mesuré la futilité, le vide, le néant, comme l'enseigne du Dalai Lama. Mais qui est le véritable moi? Qui suis-je? À quoi puis-je servir? Sont les questions que je me pose sans cesse. En fait, c'est d'abord pour tenter de concilier les deux faces de mon être, pour gérer les contradictions, que je me suis intéressée au bouddhisme. Udaipur. J'ai été séduit dès ma première visite à Udaipur. C'était il y a 10 ans. J'étais venu en Inde négocier un partenariat avec des cultivateurs de jasmin du Madurai. Depuis ma découverte de l'Inde, j'y suis venu souvent. Cette ville me procure une quiétude dont je me dis qu'elle ressemble à cette paix que je recherche. Quand je viens à Udaipur, j'ai rendez-vous avec moi-même. J'ai besoin de solitude, de paix pour m'y préparer. J'ai de plus en plus envie d'échapper au bruit de la ville. Je veux écouter le silence qui se fait en moi. La dernière fois que j'étais à Udaipur, ce n'était pas pour méditer, non, mais pour fêter ma réussite à la direction de la maison Estée Fragrance, dont le parfum Nirvana a connu un succès mondial. La fête était grandiose. Malgré l'ambiance douce et gaie, je sentais monter en moi des bouffées de mélancolie. Pourtant, ce soir-là, à Udaipur, tout le monde était à la fête. La beauté du cadre, la douceur de la nuit, la sonorité envoûtante de la musique rajasthani, tout participait à la splendeur de la célébration. J'étais perdu dans mes pensées quand Yvan a demandé le silence pour prononcer le discours de circonstance. Nul autre que lui ne pouvait le faire. Il me connaît depuis nos années d'études à Paris, où nous étions rapidement devenus des amis. Il n'aurait jamais pu imaginer ce que son discours devait provoquer ce soir-là. Yvan a raconté dans un grand luxe de détails et beaucoup de pathos mon parcours inattendu, mes jeunes années villageoises. Il a évoqué avec une sorte de délectation mon enfance à Clair-Berger entre mer turquoise et terre brûlée, avec la tendresse complice de mon grand-père, la sécheresse affective de mon père et la mère absence de ma mère. Tous les regards sont tournés vers moi, mais je suis ailleurs. Je n'écoute plus vivant. On dirait qu'il parle d'une personne qui m'est étrangère. Tout au long de son discours, j'ai senti mon cœur cogner. Mon souffle est devenu désordonné, ma bouche a séché, mon esprit désorienté. Je suis resté silencieux,
J'étais comme pétrifié. Chacun autour de la table s'était maintenant rendu compte que je n'étais pas dans un état normal. Yvan s'est arrêté un moment, et quand il a voulu reprendre, je me suis interposé brutalement. Je me suis levé, poussé par je ne sais quelle force, et j'ai exigé avec rage et autorité qu'il se taise. Il s'est tu. Il s'est laissé choir sur une chaise, et j'ai vu tomber ses épaules comme un paquet de germoles. La nuit sombre et moite a vite repris possession du jardin. Un silence inquiet s'est abattu sur les invités qui, petit à petit, quittaient les lieux. Je regardais Yvan. Il était comme écrasé de douleur. Il est parti, lui aussi. Le jardin est maintenant désert et j'entends au loin la plainte d'une cithare. Je suis seul. Des larmes coulent le long de mes joues. Je suis une loque. Je suis resté prostré toute la nuit. Et quand la première lueur du jour a éclairé le jardin, je me suis levé. J'étais vidé, fourbé. J'ai voulu quitter l'hôtel. J'ai traversé le hall, je tenais à peine sur mes jambes. J'avais mal à la tête et j'ai pris une barque qui fait la navette sur le lac. Une fois sur la terre ferme, de l'autre côté de la rive, j'ai rejoint une foule de marcheurs qui semblaient tous avoir un rendez-vous urgent au même endroit. Je les ai suivis, longtemps. Moi, j'ai continué à marcher sans savoir où j'allais. Après 5 ou peut-être 6 heures, exténué, mes jambes ne me portant plus, je me suis arrêté. Je me suis laissé choir sur le bas-côté de la route. Mes paupières alourdies sont tombées sur mes yeux éteints. Je me suis enfermé dans le noir. Je ne pouvais penser à rien. Je ne savais pas où je me trouvais. J'étais trop éreinté pour chercher à savoir. Et c'est là qu'Yvan m'a retrouvé. Sa voix familière m'a réveillé. « Mais je te cherche depuis 2 jours, mon Dieu, mais tu es crasseux, tu pues. Mais qu'as-tu fait? D'où sors-tu? Tu te rends compte ?» C'est la première fois que j'ai vu Yvan pleurer. Au bout de quelques minutes, il s'est levé, il a essuyé ses pleurs avec les manches de sa chemise et il m'a aidé à me relever sans dire un mot. Il m'a fait monter dans le premier rickshaw qui s'est arrêté et nous sommes rentrés à l'hôtel, toujours sans se parler. « Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu rentres quand? » Je ne sais pas encore. J'ai du travail qui m'attend. Mais je dois aller à Bénarès avant d'entrer à Paris. J'y pense tout le temps. Ah bon? Bénarès? Mais pourquoi Bénarès? Oh, pour plein de raisons. Yvan se rebiffe. Moi, je n'irai là-bas pour rien au monde. La foule, les fakirs, les sadhus, la misère, ces milliers de gens qui plongent tous dans la même eau sale du Gange où flottent des cadavres. Mais c'est une eau purificatrice. Elle lave les souillures de l'âme. Yvan est encore plus remonté. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête tes bêtises. Que veux-tu à la fin? Je cherche. Mais qu'est-ce que tu cherches encore? Tu as tout. Tu veux quoi finalement? Il y a un autre moi. Je ne comprends pas, mais il me parle. Il me pousse. Il me broie. Il visite mes nuits. Je suis désolé, mais l'autre soir, en t'écoutant parler, l'autre moi s'est révolté. Ce n'était pas la première fois que ce trouble m'habitait, mais jamais jusqu'ici le mensonge de l'un ne m'est paru aussi insupportable à l'autre. Je ne peux pas t'expliquer davantage. Pour l'instant, je n'ai qu'une idée en tête. Couper irrémédiablement les ponts avec toutes mes fréquentations passées et présentes. Hommes, femmes, tous les complices ou les témoins de la vie désorganisée et dissolue qui a été la mienne jusqu'ici. Je sais de plus en plus nettement ce que je souhaite faire. J'ai besoin de silence et de solitude. Mais je suis terriblement anxieux. Ce vide que je fais autour de moi me donne le vertige. Par moments, je cherche un point d'appui, une balise qui m'empêchera de sombrer.
Mais j'ai le sentiment grandissant que c'est peine perdue. Une petite voix à l'intérieur me dit « Il est trop tard, Michael. » À la nuit tombée, alors que la foule se retire et que se répand sur le monastère un épais silence, troublé seulement par le chant des moines venus du grand pavillon de la méditation, je me suis senti totalement apaisé. Je me suis levé péniblement, j'ai embrassé du regard l'ensemble du monastère et je me suis dit que c'était la dernière fois. J'ai trouvé ici ce que j'étais venu chercher. J'ai vu à la fois la profondeur et la futilité des choses. Je suis retourné à la gare routière, j'ai attendu une nuit entière, recroquevillant sur un banc en bois, recroquevillé sur un banc en bois, et le lendemain matin, de bonne heure, j'ai repris la route. Je sens, je sais que ce voyage-là sera bien le dernier. C'est décidé. Voir Bénarès une fois encore. Je mets de l'ordre dans mes idées. De Xining, j'irai à Delhi, via Shanghai, et arrivé en Inde, j'irai directement à Bénarès, sur le quai de Manikarnika, la fin du voyage. Monsieur le vice-président de la République, Elie Moissaison, Madame Florence Cossetier, Excellence, ambassadrice de France, beaucoup d'anciens ministres et députés, je vous salue. Cédric de Spéville, qui me fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et chers amis, vous avez pu entendre deux larges extraits de ce dimanche sur le quai, qui situent d'abord, qui esquisse un peu le personnage, parce que le problème c'est que personne n'a encore lu le roman, sauf que quelques-uns d'entre nous, ce qui nous permettra de suivre un peu le déroulé de cette soirée. Ce que Philippe Houbert a lu, forcément, esquisse un peu le personnage, et ce que Valérie a lu témoigne de ce besoin de vaincre ses démons pour aller chercher le bonheur, souvent soit au Bénarès, soit au Tibet ou dans ces contrées lointaines. Cela dit, ce roman peut surprendre, quand l'auteur nous avait habitués jusqu'ici à des biographies, des essais, comme l'an prochain à Diego Garcia, Francophonie de Hanoï à Dakar, le parc brisé. Il nous avait habitués à des pages d'histoires anciennes et modernes racontées à ses petits-enfants, et accessoirement ses enfants aussi. L'île Maurice racontait à mes petits-enfants, ou des pages où il écrit pour ses compatriotes. Job Béranger, Ennemi intime, 82-95, Passion politique, Maurice 68-82, ou encore nous avons été habitués à ces éditoriaux dans l'Express, dont on a eu une anthologie sous le titre Unité de la Nation. Or, le confinement, qu'il a éloigné des bibliothèques de ses recherches, a nourri son imagination autrement, ce qui lui a permis de se libérer de la camisole de force des exigences de l'histoire pour aborder des rives inexplorées jusqu'ici, des intrigues, des officines politiques, à la complexité de l'âme humaine dans l'univers romanesque, où l'imagination débridée prend le dessus sur l'exactitude, l'aridité et la rigueur des événements historiques.
Bref, de permettre à son imagination, trop bridée par les faits jusqu'ici, de faire école buissonnière, qui est un passeport donc pour tous les pèlerinages intérieurs, le striptease de l'âme, les délires de la sexualité, la quête obsessionnelle du bonheur, le renoncement et enfin la fin du périple sur le quai de Manicarnica. Toutefois, Jean-Claude de Lestrac a illustré que pour un romancier, c'est une recette qui peut s'appliquer à tout le monde, tout peut être exploité, que tout est en fin de compte recyclable. Des expériences passées et vécues, des émotions ressenties, des voyages effectués, des pays explorés, des aéroports arpentés, des hôtels visités et des restaurants fréquentés, peut-être des aventures vécues. Un nombre infini de rivages et de quais interdits, tout fait partie d'un patrimoine. Ce riche patrimoine d'images et de senteurs, Jean-Claude Lestrac l'a accumulé lors de ses multiples voyages autour de la planète en tant que ministre, chef de la diplomatie mauricienne et secrétaire général de la Commission de l'océan Indien aussi. Ces descriptifs ne sont pas les fruits de son imagination. Les pérégrinations de son héros, de Paris aux villes grouillantes indiennes au nom pittoresque, en passant par la Grande Île, Madagascar, Mayotte, entre autres, le voyage n'est pas virtuel. Encore moins les parfums exotiques auxquels il fait allusion pour avoir étudié le sujet pendant de nombreuses années et auquel, au départ, le livre allait être exclusivement consacré. Par ailleurs, l'auteur de Un dimanche sur le quai a conservé de sa longue carrière de journaliste et de la rédaction d'éditoriaux hebdomadaires la même préoccupation pour le roman. Un style ciselé dans la sobriété, sans fioriture, marqué par l'économie d'adjectifs et d'adverbes, de tout ce qui est superflu pour aller à l'essentiel sans être banal. Ici aussi, les phrases obéissent à une règle naturelle, comme vous avez pu le constater en lisant le roman. Elles sont courtes, incisives, sans pour autant donner le sentiment qu'une telle retenue, une telle rigueur, qu'une telle discipline serait tributaire d'une carence ou d'un essoufflement quelconque. La même règle s'applique pour exprimer les différents états d'âme de son héros, Michael ou Michael, au choix. Ces tourments, comme la description des lieux, riches en couleurs et en odeurs qui glissent, d'une courbe de rein à la lisière d'un savé, ou la succession de ces ébats amoureux dont l'érotisme tout en nuances arrive difficilement à dissimuler toutefois le chaud lapin impénitent qu'il est, le héros pénitent. Il est grand temps à ce stade justement de souligner, comme au générique de film, pour éviter tout amalgame, que les similitudes entre l'auteur et son héros s'arrêtent à ces frontières que nous avons définies, et ainsi que toute ressemblance que votre esprit fertile pourrait trouver entre l'auteur et son héros ne serait que fortuite, bien évidemment. Bien que l'on puisse concéder que n'importe quel homme, y compris l'auteur, même celui qui aura réussi sa vie,
peut éprouver le besoin de se remettre en cause, de faire table rase de son passé et de chercher autre chose, surtout s'il pense le trouver sur un quai à Bénarès. Un peu à l'instar de ces chevelus de la génération Plissenleur, vous en souvenez, ceux de mon âge, de notre génération, et qui, Boissaison, poche de la tête, John Griswell au pin du chef derrière, aussi bien que Jérôme Boulle, aussi bien de s'en souvenir. Et un peu comme ces chevelus qui vont chercher autre chose ailleurs dans les années 70 pour retrouver une forme de bonheur, estimant que dans les volutes du chant, on pouvait, à Bénarès, atteindre son nirvana. Un peu aussi à la manière de ce parlementaire conservateur britannique, M. Kassanuti, dans Fatal de Louis Malle, 1992, incarné par Jeremy Irons, qui, après une scandaleuse liaison meurtrière avec sa future belle-fille, Juliette Binoche, troque son costume 3 pièces de Savile Row pour un coup de tableau et chauffe des sandalettes dans l'espoir de trouver la rédemption au pays du Mahatma ou chez les moines tibétains. Il y a quelques ressemblances à retenir. Jean-Claude Bressac a réussi le tour de force de créer un personnage, que dis-je, un animal froid. L'expression vient de lui, il a été déjà utilisé dans un texte de l'Express. Un animal froid, égoïste, extrêmement brillant, certes, amoral, pire que le Michel que nous connaissons, le Michel de l'immoraliste d'André Gide. C'est coïncidence que Michel, dans l'immoraliste, le nom a la même consonance que Michael dans le Sherlock. Belle coïncidence. Donc, capable, c'est ce Michael de toutes les turpitudes pour satisfaire ses ambitions et ses désirs. Ces tourments, ces démons qui nous rappellent aussi les souffrances du jeune Werther de Goethe sont aussi des héros de la génération de Camus et de Sartre. Mais comme il se dégoûte lui-même, ce Michael, impossible d'éprouver à son endroit la moindre sympathie. Car c'est homme, certainement bipolaire, parce qu'on a bien vu dans les tests qui ont été lus, il semblerait qu'il souffre aussi d'un dédoublement de personnalité. Bipolaire, bouddhiste versus épicurien, je sais que Jacques Rizal a étudié longuement la question. Donc, cet homme, avec un immense pouvoir de séduction, on se étonné à quel point il peut, en quelques minutes, faire le raccourci entre un bar et la chambre à coucher. C'est extraordinaire. Il faut qu'il nous donne la recette. Et cet homme, avec un immense pouvoir de séduction, dis-je, avance grâce à 2 protubérances. La première a été soulignée par M. Houbert, Philippe Houbert, c'est son nez pour sa profession de parfumeur. 2 protubérances, dis-je. La deuxième, c'est les attributs de sa virilité pour son plaisir. Et on se réjouit qu'il souffre à la fin quand sur le quai de Manicornica, cette femme sans bleue lui sourit comme pour le narguer à la manière d'Albert Cohen dans Belle du Seigneur, qui disait « Les autres mettent des semaines et des mois à aimer, moi ce fut le temps d'un battement de paupières. » Mais il ne pourra pas profiter de celle-là, heureusement. Il ne pourra pas la posséder et assouvir ses instincts. Et en plus, suprême sanction, au pied de nez du destin,
fait le nez du destin. Son nez, si habitué au parfum et plus subtil, gardera un dernier souvenir de la puanteur des eaux de Manikarnika. C'est ce qu'on appelle ici dans l'opinion publique karma. Merci. Nous appelons maintenant Alain Mononti, qui est, comme vous le savez, l'éditeur de Sur le quai. Alain. Je voulais juste d'abord remercier Philippe et pour ce moment béni. Monsieur le vice-président, Madame l'ambassadrice de France, Monsieur le vice-président, Madame l'ex-vice-présidente, le journalisme, dit-on, mène à tout à condition d'en sortir. Si cette maxime est vraie, Jean-Claude Delestrac a réussi sa sortie. Et pourtant, ce n'était pas un chemin de tout repos, nous en avons parlé. Sortir du réel ou plonger dans l'imaginaire est un chemin tortueux, difficile, et qui demande un caractère de marathonien. Si vous voulez savoir à quel point l'écriture romanesque est un exercice périlleux, écoutez le grand Alphonse Allais, qui, dans une correspondance cruelle avec un jeune auteur en herbe, lui écrivait ceci. « Cher ami, j'ai lu votre manuscrit attentivement. Il est à la fois très bon et très original, à des imparties terribles. Le seul dommage, c'est que la partie bonne n'est pas originale et que la partie originale n'est pas bonne. » Il y a dans cette phrase cruelle, mordante, sans doute toute la difficulté du roman. Cette oscillation permanente entre l'originalité et la qualité de l'écriture. Jean-Claude réussit, à mon avis, merveilleusement cette transition. Quand il m'a parlé du roman qu'il venait de terminer et qui avait tourné dans sa tête depuis plusieurs années, j'étais, je l'avoue, curieux de prendre connaissance du texte. Curieux d'assister à la transformation de la couleur de son encre de journaliste à celle de l'écriture romanesque. L'attente, en ce qui me concerne, a été largement récompensée. Je suis vraiment très heureux, nous sommes très heureux à Pamplemousse Éditions d'accueillir des plumes de tous bords, de tous âges, de toutes tonalités, et Jean-Claude, du coup, est devenu le doyen de nos auteurs. Chacun prend le temps qu'il doit prendre pour accomplir son chemin. Lui, après cette longue route dans le journalisme, a choisi de franchir la ligne entre l'imaginaire et le réel, où l'on a quelquefois l'impression de marcher au-dessus du vide, avec comme marque stabilisatrice d'un côté l'imagination et de l'autre tout le labeur de l'écriture. Tous ceux qui aiment le roman ont comme ça des phrases qu'ils auraient aimé avoir écrites. La mienne, celle de loin ma préférée, c'est celle de l'écrivain colombien Gabriel García Márquez, qui dans son roman L'amour au temps du choléra commence ainsi son roman. L'odeur des amandes amères me rappelle le destin des amours contrariés. C'est une phrase qui me sublime. Un dimanche matin, à Manikarnika laisse sans cesse échapper des effluves d'amandes amères. Si vous voulez savoir pourquoi, il ne vous reste qu'à plonger dans la vie de ce Michael qui a tant de mal à cerner ses propres contours, obnubilé par une lame de fond venant de son lointain Tibet
et qui couvre en lui comme une fièvre tellement brûlante. Bienvenue Jean-Claude dans le monde du roman. Bien que peuplé de personnages quelquefois hallucinés, le romancier ne fait pas face aux dangereux racailles qui peuplent le monde que nous venons tous les deux. Oui, il est aujourd'hui plus dangereux dans notre pays d'être journaliste que romancier, et ce n'est pas de la fiction. Merci. Merci Alain. On accueille bien évidemment aussi Michel de Spinit que je n'avais pas pu au départ. Maintenant, l'auteur va se présenter à vous sous un éclairage nouveau, dans de nouveaux habits, qui est celui du romancier que vous n'avez pas connu, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous apprendrez à connaître avec ce livre, Un dimanche sur le quai de Manica-Ornic. Il va nous expliquer, et Alain l'a bien souligné, comment il a enjambé de l'histoire du journalisme à l'écriture romanesque, et cela certainement peut nous inspirer aussi pour l'avenir. Je vous demande de faire un gros applaudissement à vous. Monsieur le Vice-président, Madame l'ambassadrice, cher ami Michel et tous les vieux amis que je retrouve, y compris quelqu'un qui est très rarement vu dans ce genre de fonction, mon ami et complice des années 70, Jacques Bustal. Et tant d'autres. Alors, pour l'auteur, il ne s'agit pas de venir raconter son livre à l'occasion d'un lancement. C'est pour moi surtout essentiellement le temps des remerciements. Tâche difficile puisque l'éditeur, mon ami Alain Gordon-Gentil, m'a offert que 3 minutes pour se faire. Il a bien pris 15, lui, à peu près. J'ai 3 minutes pour se faire, mais ce n'est pas grave. Je vais aller donc à l'essentiel. D'abord, mes remerciements à lui-même, à Alain Gordon-Gentil, l'éditeur, l'ami éditeur. Un auteur fécond, un lecteur averti, qui nous a dit en quelques mots choisis ce qui a retenu son attention dans ce livre. Il a écrit dans d'autres circonstances que sa première lecture la lecture de ce roman l'avait bouleversé. Et il avait trouvé troublant. Parce qu'effectivement, c'est une histoire troublante, c'est une histoire de vie brisée. Nous avons entendu parler de Michael, mais il y a d'autres personnages qui traversent aussi des moments extrêmement difficiles dans cette ouvrage. Merci Alain, que serait un auteur sans éditeur. Et merci d'avoir non seulement décidé d'éditer ce livre, mais de l'avoir fait avec passion, parce que l'ouvrage est un bel ouvrage, une belle couverture, du beau papier. C'est une jolie production de sa belle maison d'édition. Merci aussi à Philippe Salès pour cette présentation éclairée du chroniqueur émérite qu'il est, qui nous a démontré sa vaste culture littéraire, alliée aussi à sa plus grande connaissance encore du monde du cinéma.
Et à l'entendre, on peut penser qu'il est en train de nous dire qu'un beau livre, un bon livre, est ici que si on peut en faire un film. Je vais devoir donc participer pour chercher un réalisateur. Faut de quoi ce livre n'aura pas grâce à ses yeux. Merci à Philippe. Oui, Philippe. Oui. Et merci à Philippe, toujours debout, qui a prêté sa belle voix et sa diction suave au narrateur. Mais à l'écouter, j'ai découvert comme un autre livre, plus beau, plus prenant encore. Et je me dis, j'aurais dû plutôt faire un livre vocal. Merci Philippe pour cette nouvelle collaboration. Nous avons eu l'occasion de collaborer il y a des années, cela sur aussi un aussi beau projet. Merci à ma fille Valérie. Valérie Duval, passionnée du monde asiatique, adepte de la méditation, de vrai, et qui a retrouvé sans doute dans ce livre un terrain de connaissance. Merci à la librairie Petrustok, l'ami toujours fidèle des auteurs. Merci à l'hôtel NSI, à son directeur général, Vicky Tanet, et ses collaborateurs qui ont contribué avec passion à la réalisation de cette soirée. Merci à vous tous, chers amis, très présents ce soir. Un ami m'a rappelé tout à l'heure qu'il y avait plus de monde ce soir que lors de mon dernier meeting en présence. Écrire et publier un livre est presque toujours une œuvre coopérative, un exercice solitaire, dans un premier temps, mais qui, pour se réaliser, a besoin d'être aussi un exercice solidaire, faute de quoi le livre ne peut pas exister. Et je n'aurais pas couru le risque du roman sans les encouragements et les conseils de très nombreux amis qui sont ici présents, notamment Robert, parmi les premiers lecteurs. J'avais constitué en quelque sorte un petit comité de lecteurs pour m'aider, me conseiller et me dire si c'est publiable. Quand on a fini un roman, on n'est jamais sûr. J'ai mis 5 ans avant de décider à le publier. Et j'ai voulu, à l'occasion de ce lancement, me rappeler la genèse de cet ouvrage. D'où est venu ce projet, cette idée, ce personnage de Michael. Je l'ai pas trouvé. Je me souviens seulement de 2 lectures distinctes qui ont puissamment m'aider à créer le climat, le cadre passionnel de l'histoire de Michael. La première est le livre du parfumeur Jean-Paul Guérin. Il a écrit il y a quelques années, ce livre m'avait été offert par l'éditeur de Cherche-Midi. Et il a écrit, Jean-Paul, Les routes de mes parfums. Un livre magnifique. Un livre enivrant de se souvenir de nos voyages au Tibet, en Inde, en Tunisie. Et qu'il a même mené à nos portes, à Mayotte, à la recherche de l'Ilan. Subjugué, il s'est installé à Mayotte, il a vécu à Mayotte plusieurs années dans un immense jardin d'Ilan. D'où le parfum d'Ilan que vous avez peut-être pu remarquer tout à l'heure. À part Jean-Paul Guérin, l'autre lecture qui
sans participer à la création du cadre dans lequel j'ai situé ce roman, c'est mes lectures des textes bouddhistes, notamment Samsara, la vie, la mort, la renaissance. Je suis depuis très longtemps adepte de ce culte sans Dieu. Nous avons été effrayés par l'au-delà de l'histoire du ciel et de l'enfer, la France m'épouvante. Je préfère le Dalai Lama, qui nous propose une religion des hommes pour les hommes, sans Dieu et sans peur de la mort. Ensuite, c'est ce qu'a dit Philippe. Le reste est né de l'expérience de la vie. Les interrogations incessantes sur le sens des choses, la découverte de contrées mythiques, les rencontres, les fêtes et les défaites sont tous coagulés et fondus en quelque sorte dans l'existence de personnages qui, une fois créés, ont mené leur propre vie et se sont imposés à l'auteur. En quelque sorte, des personnages en quête d'auteur. C'est eux qui ont existé et qui ont conduit l'auteur. Quand j'ai commencé l'écriture de l'ouvrage, je me suis posé la question de savoir ce qui, en revanche, est l'essence du roman. La définition qui m'a le plus inspiré est celle de Georges Duhamel. Il écrit, je le cite, « Le but suprême du romancier est de nous rendre sensibles l'âme humaine, de nous la faire connaître et aimer, dans sa grandeur comme dans sa misère, dans ses victoires et dans ses défaites. Admiration et pitié, telle est la devise du roman. » Fin de citation. Peut-être que vous allez admirer Michael et finir par avoir pitié de lui. Le livre est fait. Le reste n'est plus de mon ressort. Je ne sais plus qui a dit. Un bon livre est un livre qui est lu. Je vous souhaite bonne lecture. Merci de votre attention. Je retenais mon souffle parce que je croyais qu'il allait demander un droit de réponse à ce que j'avais dit. Nous sommes arrivés à la fin donc, de cette cérémonie de lancement, fort sympathique, avec une très belle foule qui nous a permis aussi de revoir des amis qui datent de très longtemps. Ça fait toujours plaisir, comme quoi un livre est fait pour le grand rassemblement. Et c'est très bien ainsi. L'auteur vous invite à bien évidemment à lire le livre, qu'il ne manquera pas de dédicacer. Je ne sais pas encore. Combien de jeunes Oui, c'est vrai. Au moins, lui, de cette franchise, pas de dédicace. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'emmerder à signer 2 heures pour les. Il a déjà fait. Surtout pour les gens qui ne connaissent pas. C'est très difficile. On va se mener amicalement, bonne lecture, forcément. On ne va pas souhaiter mauvaise lecture à celui qui achète notre livre. C'est pour dire que c'est assez pénible de procéder. Jean-Claude se prêtera à cet exercice certainement dans les jours à venir, dans le week-end, au Boucotte ou ici même à Poutou-Est. Avec doucement. On devient romancier et il dédicacera éventuellement son livre. Pour l'heure, il se fait un plaisir de vous inviter à un cocktail.
Vous allez rater l'essentiel de la cérémonie, le lancement du livre. Vous devinez que vous avez fait exprès pour savoir si vous n'avez pas raté une chose. Il est de bon ton dans ce genre de situation que l'éditeur remette une copie de son livre à l'auteur. Voilà, sous les crépitements des photographes de presse, bien évidemment.